Retour et on va analyser justement ce qui s'est passé dans le chapitre 1116. Donc les gars, je vais juste vous lire vos petits messages juste après, comme ça, on fait tout d'un coup. On essaye d'aller rapidement. Donc voilà, chapitre, en plus j'ai dit 1116, je voulais dire 1118. Chapitre 1118, donc on a énormément de choses qui nous ont retourné le cerveau pendant l'analyse, pendant la React aussi, parce que voilà, on est un peu perdu. Mais pour résumer, on va continuer. Donc on est dans le même tome depuis quelques chapitres. On continue là où on démarre là où a fini le précédent chapitre. Et justement, on va avoir des réactions par rapport au monde entier, exactement la même construction que les chapitres précédents. Donc voilà, Oda nous montre un petit peu ce qui se passe dans le monde, les réactions du monde. D'ailleurs, les réactions, comme je l'ai déjà dit, c'est des réactions qui sont vraiment exactement les mêmes que les réactions IRL. C'est-à-dire qu'on a les réactions des humains et dans la vie de tous les jours qui vont émettre leurs propres théories, qui vont être choqués de la même manière. Et dans le monde de One Piece, le grand public, c'est exactement la même chose, ils ont les mêmes sensations. Donc ça, c'est vraiment Oda qui arrive à mettre un peu de réalité dans la fiction et un peu de fiction dans la réalité. Donc ça, c'est joli. Ensuite, on a vu donc Whiskey Peak, on a eu Alabasta, Dressrosa, donc on a eu pas mal d'informations. Je ne sais pas s'il les a choisis précisément, mais c'est des personnes qu'on a déjà vues. On a parlé Whiskey Peak, on a vu. Enfin, c'était pas les mêmes personnes, mais c'était en rapport avec le. Comment il s'appelle? J'allais dire Cypherpool, mais non. C'est le Baroque Works. Donc voilà, c'était les anciens membres du Baroque Works. Donc c'est la deuxième fois qu'on les voit apparaître. Rebecca, c'est la deuxième fois aussi qu'on la voit apparaître. Donc voilà, et Alabasta, pareil, c'est la deuxième fois qu'on les voit apparaître. Avant, on avait vu d'autres personnages, et là, on voit d'autres personnages encore une fois. Donc, comment Oda choisit les choses, je ne sais pas si c'est vraiment précis, où il s'est dit, vas-y, on va les montrer eux, mais il a vraiment une insistance pour ce qui est d'Alabasta, le Baroque Works, etc. Tu vois. Exactement aussi pour la ruche, on l'a vu 2 fois, c'est exactement ça. Donc, est-ce qu'il était à court d'inspi, il savait plus qui mettre? Pourtant, il y avait vraiment beaucoup de monde à mettre, hein. Ou est-ce qu'il insiste sur ces moments-là précisément parce qu'il y a un intérêt scénaristique ou peut-être un foreshadowing caché derrière tout ça qu'on comprendra que quand ce sera trop tard. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a dans le chapitre. Ensuite, juste après ça, on a donc le message de Vegapunk qui continue, mais en fait, il continue d'une manière très spéciale. C'est-à-dire que le message est coupé, mais on a, je pense, c'est une case ou quelques cases où justement le diffus escargophone en question continue. Et là, c'est fort parce que théorie validée. Je pensais sincèrement que le robot géant et que le diffus escargophone n'avaient pas forcément de lien entre eux et que chacun était indépendant l'un de l'autre. Et que justement, c'est pas en frappant le géant qu'ils ont arrêté la transmission. Même si c'est pas impossible, parce qu'à chaque fois qu'ils arrêtent une transmission, le géant est soit dans les pommes ou soit il se réveille. Et du coup, quand il se réveille, la transmission reprend. Donc, il faut peser un petit peu ce qui se passe dans le chapitre. Mais là, avec tous les détails qu'on a, normalement, ils sont bel et bien 2 entités différentes qui n'ont rien à voir, tu vois. Donc, théorie validée par rapport à ça, parce que je vous avais dit que personnellement, je pense que le robot n'a pas de lien avec le diffus escargophone. Sinon, il faudrait vraiment le tuer, le détruire pour arrêter le message. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, hein, parce que, comme je vous le rappelle, ils ont fait 0 dégâts au robot géant. Donc déjà, ça met un petit peu d'échelle aussi dans le manga, enfin dans l'arc en tout cas, où on a Luffy qui fait 0 dégâts à Walkyrie. Walkyrie tout le temps en un seul morceau, 0 égratignure. Et Walkyrie qui fait 0 dégâts au robot géant. Donc ça met un petit peu. Donc voilà, on a donc Luffy d'aujourd'hui qui est plus faible que le Gorosei d'une certaine manière. Le Gorosei qui est plus faible que la technologie ancienne d'il y a 800 ans, etc. Donc je sais pas si c'est une image ou un parallèle, mais en tout cas, ça rend bien et c'est hyper joli en termes de narration. Ensuite, on a donc l'intervention de York qui parle justement aux 5 doyens, et du coup, à ce moment-là, les doyens montrent leur intérêt pour Luffy, et aussi pour Lilith, et surtout d'ailleurs pour Lilith et Atlas.
Parce que justement, ils vont réfléchir à quelle est leur prochaine priorité qu'ils vont devoir mettre en avant. Et la prochaine priorité, c'est pas du tout Nika, c'est vraiment Lilith et Atlas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que la fin du message puisse être transmise. D'ailleurs, ils ont fait une masterclass en arrêtant le message et en remplissant toutes les missions qui sont faites pendant le début de l'arc. D'ailleurs, je voulais juste vous mettre ça. Je sais pas si je vais pouvoir. Non. Voilà, non. Ok, bon, c'est pas grave. Je pensais que j'aurais pu, mais ça veut pas marcher. Donc voilà, quand on prend ça en compte, eh ben on arrive facilement à se dire que York et même le message en général est bien plus important que tout ce que Luffy aurait pu apporter en termes de dégâts au Gorosei. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'interprètent. Et pour eux, le plus important, c'est vraiment de s'occuper des Vegapunk, des satellites. Donc ça montre aussi la valeur qu'ont Lilith et Atlas et la valeur aussi des informations qu'ils détiennent. Donc ça, c'est ça qu'il faut mettre en avant et bien comprendre. Donc Luffy qui revient sur le bateau, qui discute avec tout le monde, tout va bien, il va manger un petit coup et se retransformer en Gear 5. Donc voilà, là aussi c'est comme je vous l'ai dit, le seul bémol un petit peu que j'ai trouvé au chapitre. En termes généraux, je trouve que le pouvoir de Luffy est un peu cheaté dans le sens où ça me dérangeait pas qu'il soit ultra puissant grâce à son fruit, mais là le délire c'est de pallier son endurance en mangeant tout le temps. C'est du Luffy, mais là c'est la 5e fois les gars, c'est la 5e fois, hein. C'est la 5e fois qu'il se transforme Luffy, donc ça commence à être redondant de réutiliser tout le temps la même chose. J'espère que ça va pas être quelque chose de vraiment régulier dans le manga. Ce serait un peu dommage, en tout cas pour mon avis personnel. Mais c'est pas quelque chose qui est dérangeant en soi. Comme je vous l'ai dit, c'est le seul bémol. Donc s'il y a que ça, c'est vraiment que le chapitre est très très bien. Donc voilà. Ensuite, on a une longue discussion entre Luffy et Bonnie. Discussion philosophique, tout ce que vous voulez, sur la liberté, sur Nika. Et c'est de là que découlent tous nos problèmes, entre guillemets, en termes d'analyse et de théorie, parce que on a beaucoup d'informations. On a eu beaucoup d'informations, que ce soit sur le pouvoir du fruit du démon, ou même sur Nika, Joey Boy et Luffy. Et du coup, en fait, c'est difficile de tout mettre dans l'ordre, parce que là, on a trop d'informations, et en fait, on a l'impression qu'ils ne s'embriquent pas les unes dans les autres. Donc déjà, on peut parler de Bonnie, et de son pouvoir ultra cheaté, qui est capable de reproduire un pouvoir de fruit du démon. En vrai de vrai, si en l'état, Bonnie est capable de se transformer en Nika, un Nika égal à celui de Luffy, vraiment un Nika égal à celui de Luffy, je vous le dis tout de suite, le pouvoir de Bonnie est bien plus cheaté que celui de Luffy. Est bien plus cheaté. Pourquoi? Parce qu'on a les distorsions futures, on a le pouvoir de changer les personnes, l'âge des personnes, on a énormément de pouvoir, plus le pouvoir de Nika, et potentiellement le pouvoir de tous les fruits du démon qu'elle pourrait recopier, tous les Zoan mythiques, tout ce que vous voulez, tu vois. Si elle a dit, tiens, j'ai envie d'être... comme Marco, bam, je me mets comme Marco et tac, je me régénère et tout, tu vois. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu que son pouvoir, s'il n'y a pas de limite encadrée, comme il a été dit précédemment, ça va être compliqué. Parce que précédemment, je le répète une dernière fois, il a été dit par Saturne que son pouvoir était lié à une infusion de fruits et qu'au final, vu que c'était qu'un futur alternatif, donc c'est que quelque chose qu'elle peut imaginer et quelque chose qui est possible de faire. Donc si elle dit par exemple demain je veux être la femme la plus forte du monde, elle peut le devenir parce que plus forte physique, hein, force physique, parce que si elle fait de la muscu de aujourd'hui jusqu'à le maximum, à un moment elle peut en termes de possibilités devenir la femme la plus forte du monde. Si demain elle se dit voilà je veux devenir ceci, je veux devenir cela, elle peut le devenir. Et c'était ça les limites de son fruit. C'est que si elle pense que c'est possible, eh ben au final, ça pourrait être possible. Et si par contre, elle pense qu'elle sait pertinemment que quelque chose est impossible, et ben du coup, elle peut pas se transformer en ça. Et du coup, ça a posé un petit peu des délimitations. Cependant, dans ce chapitre précis, elle a carrément outrepassé ses limites qu'elle avait fixées. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que elle a outrepassé les limites de son pouvoir, et si elle est capable de faire ça toute seule, eh ben ça voudrait dire qu'elle a un pouvoir vraiment suprême. Et là
où je vais rajouter une petite théorie de ma part, c'est que j'ai l'impression que c'est peut-être l'imagination, on va dire, de Luffy qui est capable de faire en sorte qu'elle puisse se transformer comme Nika. Je pense que le pouvoir de son fruit, comme on l'a vu, qui pouvait interagir avec son environnement, pourrait potentiellement interagir carrément avec les personnes environnantes. Et ce qu'elle ne pouvait pas faire à cause des limites de son fruit, elle est capable de le faire, mais grâce au pouvoir de son fruit, du démon. Et ça, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal et ça expliquerait quand même pas mal de choses. Et du coup, ça conserverait un petit peu les limites de son fruit, qui sont quand même pour l'instant quasi inexistantes. Hein. On peut quand même le certifier. Elle est capable quasiment de tout faire, de se transformer en tout, à condition que ce soit dans le domaine du possible, tu vois. Après, tu vois, si je dis elle est capable de devenir Dieu, tu vois, je pense que ça, c'est pas possible, tu vois. Je pense qu'elle a quand même des limites, même si son fruit, c'est le fruit de l'imagination d'une certaine manière. Donc voilà, en tout cas, pour le pouvoir de Bonnie. Et du coup, pour revenir à Nika, on en parlait justement, on parlait du côté scénaristique. Quel est l'intérêt scénaristique de Oda, hein, vraiment de Oda, de faire en sorte qu'elle puisse avoir le pouvoir de Nika? Moi, je ne comprends pas ce que Oda veut nous montrer, ce que Oda veut nous faire comprendre par rapport à ce qu'elle pourrait faire au niveau de son pouvoir. Parce qu'en fait, le fait d'avoir introduit un Nika, c'est-à-dire déjà Luffy, à Onigashima, déjà juste ça a rajouté énormément d'informations, ça a rajouté énormément de trucs par rapport à l'histoire de Nika, par rapport à Joy Boy. On a quand même une transmission de volonté, on a quand même un pouvoir énorme qui a été transmis encore et encore. Cependant, là actuellement, on a un deuxième Nika. C'est-à-dire déjà, il faut poser les limites du pouvoir du deuxième Nika, donc de Bonnie. Ensuite, il faut trouver un intérêt scénaristique au fait qu'elle soit là. Donc, est-ce que quelqu'un dans sa famille connaissait Joy Boy? Peut-être pas dans sa famille, mais en tout cas, quelqu'un quelqu'un de ses ancêtres ou quelqu'un qui lui aurait transmis la volonté, est-ce qu'elle était aux côtés de Joy Boy? Est-ce qu'ils avaient le même pouvoir, etc., etc. Est-ce que Nika femelle, on peut l'appeler comme ça, existait il y a 800 ans? Est-ce que les légendes de Nika, les fables de Nika raconteraient pas juste l'histoire d'un homme, mais l'histoire d'une famille? Je sais pas. C'est des théories pour vous montrer en fait qu'il y a une possibilité d'intégrer Bonnie dans le siècle oublié, dans tout ce qui s'ensuit et tout. Donc ça pourrait coïncider le fait que Bonnie est un intérêt, vraiment un intérêt pour la fin du manga. Mais ça voudrait dire qu'il faut qu'elle rejoigne l'équipage obligatoirement pour venir à Rafted, découvrir l'histoire de Joy Boy ensemble et tout. Ça implique énormément de choses. Et moi, pour l'instant, c'est pas mon avis, mais pour moi, j'exclus pas. Tu vois, si elle vient dans l'équipage, je serais pas déçu. Mais pour moi, c'est pas mon avis pour l'instant, à cause du fait que c'est une supernova et que je la vois plus en tant qu'allié, exactement comme toutes les supernovas, que comme quelqu'un étant à temps plein dans l'équipage des Mugiwara. Donc ça, c'est pour Bonnie. Donc on a fait le tour du pouvoir de Bonnie. On s'est cassé les dents là-dessus. On s'est cassé aussi les dents sur l'intérêt scénaristique du deuxième Nika, ou même de Nika tout court. On a aussi vu, que je ne l'ai pas dit, mais que Mars aussi a un autre pouvoir capable de lancer des rayons laser avec sa bouche, donc ça ressemble un petit peu au fruit de Kaido, mais aussi un petit peu au fruit de Kizaru. Donc on ne sait pas qui peut faire ça, tu vois. Pour l'instant, on est dubitatif par rapport à tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une force colossale. Et pareil, en ce moment, on est en train de se casser les dents sur la réelle puissance des Gorosei et tout ce qui s'ensuit, du gouvernement mondial, enfin plus du Gorosei et de Im-sama, potentiellement des chevaliers divins. Donc voilà, on essaye de jauger tout ça. Et là, ça commence à être compliqué. Et ça commence de plus en plus à être dur de croire au fait qu'ils sont faibles. Tu vois. Ça commence à être très très dur. On l'a vu déjà... le Fifes Walkyrie, je pense que normalement ça a dû donner des bases pour énormément de personnes. On a vu aussi toutes les autres personnes, hein, tout ce qui est
Mars, bah maintenant, mais le Haki des rois, la maîtrise de tous les pouvoirs, le fait qu'il se déplace rapidement, Vénus Juro, bref, vous avez compris. Il y a vraiment énormément de choses cachées encore derrière eux, et pareil, leurs limites, ne serait-ce qu'un petit peu, on les a toujours pas vues. Même la limite de la régénération, on l'a toujours pas vue. Donc à quel point sont-ils forts, à quel point sont-ils immortels? Je sais pas. Et sont-ils capables de résister à l'eau? On verra bien, mais je me pose encore la question. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et évidemment, à la fin, on a le robot géant qui se rend compte que Joy Boy est là. Et là, c'est la même chose. Est-ce qu'il se rend compte que Bonnie et Luffy, c'est la somme de Joy Boy? Ou est-ce qu'il se rend compte que le pouvoir est juste revenu une deuxième fois, hein. Et j'ai du mal à croire que Luffy va pas croiser Joy Boy, enfin pas Joy Boy pardon, mais le robot antique, parce que c'est ce que le robot antique voulait faire au final. Là on vient de comprendre dans ce chapitre que le robot antique, il voulait voir, tu vois, il était là, il a dit ouais, depuis je te cherchais, au début je t'ai vu et maintenant je te vois plus, donc je ne comprends pas. Donc pour moi, personnellement, je pense qu'il cherchait Joy Boy et que son but, ça va être de trouver Joy Boy. Et le fait que Luffy puisse s'en aller de l'île et que lui puisse couler dans l'océan sans jamais pouvoir s'en sortir, ça m'étonnerait. En plus de ça, on va avoir droit à un combat double Nika vs Mars et potentiellement vs Valkyrie et Jupiter. Hein, je pense que c'est eux qui arrivent, ou même Saturne, hein, je sais pas, mais c'est eux qui arrivent pour continuer le combat, hein, du coup. Et du coup, je pense sincèrement que ce combat-là va permettre au robot géant de pouvoir se recharger. Je dirais pas complètement, mais pas loin. Il va pouvoir se recharger vraiment bien. Tu vois. Un double Nika, je pense que c'est tout ce qu'il lui fallait pour être rechargé vraiment suffisamment. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, on a donc, pour terminer, hein, je m'arrêterai là après, on a donc, je sais plus si c'est Valkyrie. Non, c'est Jupiter qui sent. Non, Valkyrie et Jupiter, du coup, c'est les deux qui sentent une présence étrange. Et là, je me pose la question de savoir de qui il parle. Donc, ça pourrait être Bonnie, parce que Bonnie, on l'a jamais vu se transformer comme ça, alors que Luffy, on l'a vu plein de fois se transformer comme ça, et au final, ça n'a rien changé. Mais là, maintenant, je commence à changer d'avis, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt le robot géant. Pourquoi? Parce que grâce au double Nika, il pourrait se réveiller avec plein d'énergie et avoir une puissance colossale auquel on s'y attend pas. Tu vois. Moi, je vois bien le robot géant pouvoir lancer des rayons laser et permettre au Mugiwara de fuir. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit déjà, il est impossible pour les Mugiwara de fuir en l'état. Parce que le bateau, le Sunny, il a une portée que d'1 kilomètre. Grâce au nuage, il va pouvoir juste atteindre la côte. La côte, il y a tout le Buster Call et tout. Et encore, ça, c'est ok. Ça, ils peuvent s'en sortir et tout. Le seul problème, c'est les Gorosei. Et surtout Mars. Mars est capable de pouvoir attaquer à distance. Et en plus de ça, il est capable d'aller sur les navires, machin chose et tout. Donc, je pense que pour couler un navire, c'est pas trop difficile pour lui. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui peut être dangereux pour eux. Donc, il va falloir bien prendre tout ça en compte. Parce que pour moi, ça va jouer sur la fuite des Mugiwara. Comment ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont combattre en 1v1 les Gorosei? J'y crois pas du tout. J'y crois vraiment pas du tout. Même avec 2 Luffy, je pense que c'est compliqué. Franchement, avec 2 Luffy, je pense que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Surtout si Vénus Juro se pointe et surtout si Saturne se pointe aussi. Donc à voir. Mais ce serait quand même dommage que... dans tous les cas, ce serait quand même dommage qu'elle ait cette puissance Bonnie. Ce serait vraiment dommage. Ce serait même trop cheaté, je trouve. Donc on verra bien, mais pour l'instant, on va devoir rester là-dessus. Donc, je vais juste regarder un truc une dernière fois. Non, c'est bon. Ok, c'est parfait. Donc, je vais juste faire ça. Ah ouais, attendez, je vais remettre ça. Et là, on va passer du coup à la dernière partie du live. Et là, cette partie, on va discuter avec la commu, on va parler un petit peu de théorie, tout ça. Je vais lire vos petits commentaires et on réagira à tout ça. Donc voilà les gars, en tout cas pour l'analyse, je pense qu'on a fait le tour, on a vraiment fait le taf. Si je devais finir pour la team YouTube, je dirais que très bon chapitre, mais qui pose plus d'interrogations que de réponses, et que je pense que le prochain chapitre sera
l'un des plus décisifs de tout l'arc d'Egghead, soit le prochain, ou soit celui qui est dans 3 semaines. Parce qu'en fait, on va avoir une semaine de pause et 2 autres chapitres, et après, une semaine de pause. Et je pense que la fin du chapitre, la fin de l'arc, pardon, se fera soit la semaine prochaine, soit dans 3 semaines, avec le dernier... 4 semaines du coup, avec le dernier chapitre prévu en date jusque-là. Donc c'est mon avis, je suis pas encore sûr de moi, j'attends les confirmations et tout, mais je pense que ça va être quelque chose comme ça. Donc voilà les gars. Maintenant on va lire vos petits messages, on va lire tous vos petits trucs et tout, et vous me direz un petit peu ce que vous pensez des théories et tout et tout.